Eh bien, ce sera sans transition pour aborder la thématique principale, du moins l'une. On va parler du conflit russo-ukrainien ou encore ce qu'on a vécu ces derniers jours, ce que certains ont qualifié de rébellion du groupe appelé Wagner ou encore des paramilitaires russes. Leçon de stratégie de Moscou à Washington, puisqu'après, on nous dit, selon les analystes en tout cas de cette situation, qu'il s'agissait tout simplement d'un coup de bluff de la part de Moscou et bien sûr ses alliés vis-à-vis de Washington et bien sûr également ses alliés. On va commencer par un invité ici sur le plateau pour l'analyse. Oui, on commence avec le docteur Dalvaris Ngoudiou qui est avec nous sur ce plateau. Du côté de la Russie, on a vu des événements le 24 juillet dernier qui ont été tensés, comme le disait tout à l'heure Sike Doumbé, de rébellion, mais plus tard on observe qu'il s'agissait d'une sorte de mascarade ou alors un coup de bluff. Est-ce donc une leçon donnée du côté de Washington à un moment où on attendait la chute ou alors la discorde au sein de Moscou? Madame, moi je pense pour ma part que dans l'arme militaire, je pense que je peux me tromper, ils auraient déployé comme un ancien officier supérieur russe la Maskirovka. La Maskirovka qui est là de la désinformation militaire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de questionnements qui permettent d'être surpris. Si Prigogine, d'abord le parallélisme des formes. Quelques mois avant, Evgeny Prigogine se met à insulter. Alors d'abord il faut établir la liaison, alors l'intimité entre guillemets entre Prigogine et Vladimir Poutine. Oui, tout à fait. Les deux sont nés à Leningrad, donc à Saint-Pétersbourg. Ils se connaissent quand même. Donc très bien. Juste qu'à la chute de l'Union soviétique, au début des années 90, Prigogine, c'est un braqueur. Il fait 10 ans en prison. Mais quand même, à côté de cela, c'est un bon cuisinier. C'est pourquoi, avec la chute du mur, il crée une entreprise de restauration. Et quand il crée une entreprise de restauration, il a beaucoup, le colonel Vladimir Poutine, puisqu'ils sont connus à Saint-Pétersbourg, le président Poutine lui fait beaucoup confiance. La particularité à cette époque-là, c'est que puisque toutes les entreprises, puisque l'État était en chute libre, quand vous avez une petite, ça vous avez la possibilité de gagner un petit marché, entre guillemets, ça vous permettait d'avoir beaucoup d'argent facilement. Et lui, dans son cas d'espèce, ce qui gagne le marché de la restauration au Kremlin. Donc, le Kremlin, c'est toute une administration extrêmement puissante. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, et c'est particulier, je crois que c'est les gars de la excellence sur le FSO, les gars de la 11e division du KGB, la sécurité des hautes personnalités soviétiques, ensuite le FSO pour les personnalités russes. Quand le président Poutine se déplace à l'étranger, quand Lavrov se déplace à l'étranger, il ne mange que ce qui vient de la Russie. Donc il se déplace avec tout, que ce soit les boissons, que ce soit manger, tout ça. Le président Poutine, il y a un avion qui va avec tout ce qu'il va manger, il ne mange rien à tous les sommets. Même les boissons qui sont sur sa table, ça vient de la Russie. Et c'est l'entreprise de qui s'occupe de ça, de Prigogine. Il avait beaucoup confiance en Prigogine. La confiance est là. Et elle est toujours là. Et justement, maintenant, on a vu le rôle qu'a joué Blackwater et beaucoup d'autres entreprises privées dans le monde entier, en Afghanistan, en Irak, ce que les Américains utilisaient. Maintenant, il fallait créer une entreprise qui peut faire quelque chose de similaire. C'est où le GRU, la direction du renseignement militaire russe, crée ce qu'on appelle Wagner. Siwa Security. Et quand il crée Wagner, il faut mettre un homme lige, quelqu'un qui peut le diriger. En réalité, Prigogine, c'est pas un militaire. C'est un bon restaurateur, on le met, mais en réalité, les vrais gars qui dirigent ça, et même celui-même qui participe à créer, ce n'est pas lui, hein. J'oublie son nom là, mais il travaille quand même avec lui. Donc c'est le renseignement militaire russe qui dirige Wagner. Mais il y a quand même une personne, une figure de proue parmi qui est là tout le temps. Et Wagner devient vraiment utile à partir de 2014, parce qu'il fallait prendre la Crimée, il fallait faire un certain nombre de choses dans le Donbass sans s'afficher. Parce qu'officiellement, l'armée russe ne pouvait pas y être. Et on voit que les objectifs sont atteints. Et il y a beaucoup d'argent qui rentre. Ils construisent le siège à Saint-Pétersbourg. Ils créent beaucoup d'entreprises avec beaucoup de hackers qui font un très bon travail, hein, vraiment à féliciter. Mais en fait, tous ces hackers, en réalité, c'est les gars qui travaillent pour le renseignement militaire. Je veux dire, il y a cette proximité-là, il y a cette confiance-là. Donc, pour revenir à la crise ukrainienne, c'est qu'il y a cela quelques mois,
Prigojine commence à faire des sorties extrêmement dures envers Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le chef d'état-major interarmé, qui sont assez durs, et c'est pas comme des Russes. Vous remarquez que les Russes, comme les Chinois, comme les Nord-Coréens, ils parlent très peu. Ils agissent, c'est leur doctrine, c'est leur comme ça, comme on dit. Si vous voyez quelqu'un parler trop chez les Russes, il faut réfléchir par 2 fois. Est-ce que ce qu'il dit, il faut le prendre au sérieux, oui. Non, il fait beaucoup de menaces, il dit qu'il n'a pas de munitions, les obus, etc. Tout à fait. Etc., tout en insultant Shoigu. Mais curieusement, c'est quelque chose à remarquer, c'est que quand il est en train de faire les directs, certains de ces directs étaient dans des magasins où les munitions étaient pleines du haut du bas jusqu'au haut du plafond. Et l'objectif quand même, fixé par le président Poutine de l'opération militaire spéciale, c'est démilitarisation, dénazification. Il faut tout faire pour détruire le matériel militaire qui est acheminé chez les Ukrainiens, le personnel militaire ukrainien formé ou même étranger, parce qu'officieusement, ces garçons-là, les gars de l'OTAN sont là, mais officiellement ils ne sont pas là. Ils sont là, ils sont des milliers qui sont là. Il faut détruire tout cela. Donc, quand les gars sont à Bakhmut, c'est les gars de Wagner qui font le beau travail, et au moins les soldats ukrainiens sont découragés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut les attirer, il faut les faire sortir du trou. Or, dans la psychologie du soldat, rien n'est plus motivant que de savoir que l'ennemi en face est bas sur le plan psychologique. Quelqu'un reste dans la télévision et dit qu'il n'a pas de munitions. Vous avez l'impression qu'il est au plus faible de sa capacité. Donc, c'est au moment où il faut beaucoup batailler pour pouvoir l'écraser. Donc, il croit à cette sortie de Prigojine. Il lance du matériel et beaucoup d'hommes, alors que les gars de Wagner étaient extrêmement prêts. Ils déciment les troupes ukrainiennes. Ils prennent Bakhmut. Ça, c'est dans la logique. Pour mieux comprendre ce que Prigojine a déjà fait dans le passé, le résultat auquel on est arrivé. La finalité, c'est qu'il faut à tout prix détruire les hommes et du matériel militaire. Donc, inciter les Ukrainiens à arrêter les hommes du matériel militaire. Tout récemment, il y a cela justement un peu plus d'une semaine, nous avons vu les sorties de Prigojine. Premièrement, il laisse le front avec quelques éléments, c'était pas 25 000 comme il le disait. Et puis il part à Rostov sur le Don. Rostov sur le Don, c'est le secteur militaire sud. Le secteur militaire sud, rien que là, c'est la base, c'est là où il y a la base de Sébastopol. Sébastopol, c'est la base à la mer, il y a 25 000 hommes. Ça veut dire qu'en réalité, rien que les hommes qui sont là-bas, Wagner ne peut pas rester rien qu'à ces hommes-là. C'est tout un secteur militaire, c'est le secteur militaire sud qui n'est pas l'un de l'Occident, c'est l'un des secteurs militaires sud les plus puissants. C'est même la réalité, alors que c'est même la raison pour laquelle l'opération militaire spéciale, le quartier général, c'est justement à Rostov sur le Don. Tout est déjà à partir de là-bas. Il dit qu'il a pris la base, il dit qu'il menace de marcher sur Moscou. Mais tout le monde remarque bien qu'il ne parle pas du président Poutine, mais surtout pas Poutine. Il s'attaque à Sergei Shoigu, il s'attaque à Gerasimov. Mais entre-temps, Gerasimov ne dit rien, Shoigu ne dit rien. Effectivement. Directement, il prétend qu'il est en train de marcher vers Moscou. De Rostov sur le Don pour Moscou, ça fait 1200 km. Quand les gars se déplacent jusqu'à Voronezh, c'est environ 400 km de Moscou. Pour toute force sérieuse, même au Cameroun, même en Guinée équatoriale, vous ne pouvez pas faire 1200 km. Les gars en force aérienne, les gars ne vous abattent pas. Même avec 5 chasseurs bombardiers, ils vous détruisent tout sur le passage. S'ils veulent vraiment vous détruire. Mais toujours est-il que, comme le président Poutine avait dit, comme les instructions avaient déjà été données, qu'on le laisse avancer. Sinon, on pourrait avant. Parce que à Voronezh, là, non, à tout le gouverneur même de tout là, c'est un des gars du corps de Poutine, il a travaillé à la 11e division avec Poutine. Le gouverneur, il aurait participé à la négociation. Si tout se passe ainsi, qu'est-ce qui peut justifier, curieusement, qu'une personne qui en réalité n'est pas si puissante que ça, on nous dit que Loukachenko est sorti, il a fait des négociations entre Vladimir Poutine et Prigojine, et que Prigojine aurait accepté. Il dit que maintenant tourner, il ne partait plus sur Moscou. Maintenant, ils disent qu'il ne partait plus sur Moscou. Mais très curieusement, c'est qu'on est dans le refuge où? En Biélorussie. Oui. Où en Biélorussie? On est dans la région de Mykolaiv. Mykolaiv, c'est environ 200 km de la frontière ukrainienne. 200 km de la frontière, mais surtout de la frontière ukrainienne, non loin de la Lituanie, non loin de la Pologne. Mais surtout, c'est au nord de l'Ukraine. C'est-à-dire que ça ouvre un front au nord de l'Ukraine. Et je regarde encore les images satellites de ce matin. On dit que la base qui est en train d'être construite, 8000 hommes, au-delà des 8000 hommes, ça peut encore, on construit encore une autre pour 8000 hommes. Et c'est une base qui est en train d'être construite, mais on n'a pas commencé à construire cette base aujourd'hui. Avec d'autres termes, ce n'est pas la crise liée à ce soi-disant coup d'État qui a incité à la construction de la base. La base est en train d'être construite
depuis, sinon à 24 ans, on ne termine pas, ou 48 ans, on ne termine pas une construction de 8000 lits. Ça veut dire que tout était préparé au début. Tout était préparé. Donc, en d'autres termes, et je crois qu'on y a le président Douda, le président polonais a fait une sortie. Puis ça avait été très content, était très excité dans l'OTAN, comment Poutine est en train de tomber et tout le reste. Mais tout qu'ils sont en train de revenir, de se rendre compte que on est en train d'exulter. Alors qu'en réalité, les hommes de Wagner sont en train d'être déportés. Il y a un Antonov, il y a 119 qui a atterri avec déjà des centaines de gars de Wagner qui sont pas loin de la France. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a vu les sorties, par exemple, de Loukachenko, qui disait qu'en réalité, nous avons besoin de l'expérience de Wagner. Ils connaissent beaucoup de choses, ils nous apprennent. Des gars qui sont censés être des armées, des gars qui sont censés contre le président Poutine. Et pire, d'aller en Biélorussie, puisque la Biélorussie est dans l'état de l'Union avec la Russie. Donc en réalité, ils font pratiquement tout un même pays. Il y a un degré de confiance élevé. C'est la raison pour laquelle le président a consenti à construire des installations et même à entreposer des missiles nucléaires en Biélorussie. Je crois qu'ils terminent. Ils sont censés en déposer en juillet, oui déjà. Mais en réalité, quand les disent dans 2 mois, ça veut dire qu'ils ont déjà fait. Donc je vais dire quoi? Je vais dire, quand on analyse les faits, on se rend que quelque part, nous sommes dans une masquerade. Parce que, surtout que le lendemain du jour, parce que Prigogine tout plus, c'est qu'il fallait neutraliser Gerasimov et Sergei Shoigu. Puisque que le lendemain du soir d'un coup d'État, Sergei Shoigu était au front. Ça c'est dans... Et de deux, c'est qu'en réalité, le jour même où il organise la marche sur Moscou, il n'y a pas de mouvement sur le front. C'est-à-dire que tous les gars sont à leur poste et ils font des frappes sérieuses. Pourquoi en réalité? Parce que cela a incité les Ukrainiens en disant que en réalité c'est une occasion pour eux de faire la deuxième phase de la contre-offensive, c'est-à-dire de lancer l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que la Russie est en train de vouloir entrer dans une forme de guerre civile. Et en ce moment-là, ils sortent beaucoup de matériel, beaucoup d'hommes qui sont en train d'être massacrés. Je pense juste autour de 15 000 hommes qui sont en train d'être massacrés. Je veux dire, pour moi, je pense que c'est une Maskirova qui vraiment a marché. Pourquoi? Parce que ça a permis, d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des éléments à l'intérieur, FSB fait une enquête formidable là-dessus actuellement, il y a des éléments à l'intérieur qui attendaient cela. Il y a la 5e colonne, nous c'est la 6e colonne en Russie. Il y a des gars qui n'attendaient que cela. Il y a au moins 30 officiers qu'on a arrêtés, puisque chacun a monté sa face. Très rapidement, vous avez vu que ce soit Medvedev, que ce soit Peskov, que ce soit tous ces gars, tout le monde a apporté son soutien à Poutine, mais il y a des gens qui ont commencé à faire le malin pour pouvoir voyager. Ça a permis de ménage de sortir la 5e colonne qui est cachée là et qui, à un moment ou à un autre, peut jouer un rôle néfaste. Le travail qui est en train d'être fait là-dessus, même au niveau des officiers, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait franc jeu et on est en train de les neutraliser. Au-delà du fait qu'on a pu ressortir la 5e colonne, qu'on est en train de neutraliser, même certains hommes d'affaires, mais en plus de cela, il y a du fait qu'on a quand même autour de 16 000 hommes qu'on va positionner à la frontière nord de l'Ukraine et qui peuvent permettre en temps réel d'ouvrir un front sur le nord, parce que l'Ukraine est attaquée déjà sur le sud et à l'est. Si on a un autre front sur le nord, ça permet de dispatcher les forces ukrainiennes, c'est-à-dire plus affaiblies, donc plus aptes à être neutralisées. Mais au-delà, quand même, ces gars qui sont extrêmement aguerris sur la frontière nord ne sont pas très loin ni de la Lituanie, ni de la Lettonie, mais surtout de la Pologne, car il y a beaucoup de trucs qui sont amassés au niveau de la Pologne et ça fait peur. Donc, très rapidement, dans un calme, on a pu assister, selon mon point de vue, à une Maskirova russe. Maskirova russe, selon le docteur Dalvaris Gudju. Docteur Yambintimba, alors il y a certainement, donc, lorsqu'on écoute les analyses, une plus-value dans une telle opération, on va dire opération de bluff, de la Russie, face bien sûr à Washington et ses alliés. Écoutez, je crois que les Russes, vous parlez bien d'un cuisinier. Oui. C'est rouler la farine. Je crois qu'ils ont roulé les Occidentaux dans la farine et aux éléments de Dr Dalvaris Gudju, on peut ajouter tellement d'autres pour dire, en fait, pour confirmer simplement ce qu'il dit. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait que le sampan a été sablé à Washington. Tout à fait. C'est les Américains eux-mêmes qui le disent d'ailleurs. Et c'est eux encore qui, dans leur, maintenant que ça chamaille entre eux, il paraît qu'il y a eu 6 milliards de dollars qui seraient passés des États-Unis aux mains de Prigogine. Oui. Parce qu'il y a manifestement... Prigogine a reçu de l'argent de... C'est ce qui, ça se dit quand vous allez on raconte. Et le montant, il a été annoncé, 6 milliards de dollars. Donc apparemment, on lui aurait donné 6 milliards de dollars pour
assassiner Poutine, ce d'autant plus que pendant un bon moment, vous avez bien vu que des centaines, sinon des milliers d'experts des pays occidentaux ont esquissé tellement de plans pour l'assassiner et qu'on est arrivé à demander que la CPI l'arrête, sur la base de quoi, je ne sais pas, mais chacun fait comme il veut. Et finalement, je pense que les gens n'ont pas très bien compris. Là, Dr Gudjo expliquait que c'est le renseignement militaire qui a créé ce qu'on appelle vulgairement Wagner. Mais les gens oublient que tous les 12 mois, ils touchent quand même $1 milliard. Ça peut pas aller. De l'État russe. $1 milliard. Non, alors, c'est beaucoup. Non, $1 milliard. C'est à peu près 83 ou 85 milliards de roubles. Donc, l'équivalent de $1 milliard. Bon, enfin, $1 milliard. Ça peut pas aller. C'est pas, on ne donne pas $1 milliard à n'importe qui. Et ils reçoivent quand même tout leur approvisionnement militaire de l'armée russe, etc. Je crois que le problème avec l'Occident, c'est qu'il oublie trop vite. C'est-à-dire que pour eux, l'histoire n'est pas quelque chose d'important. Mais les Russes ont fait la même chose quand Napoléon est arrivé à Moscou, 1812. Ils ont fait la même chose quand Hitler et von Paulus, qui commandait les armées allemandes, est arrivé à Moscou en 42, enfin, pour que l'année suivante, on le chasse de là. Napoléon, je crois, c'était 100 000 hommes qu'il a perdu dans cette affaire. Lui, il a réussi quand même à arriver à Moscou. Von Paulus, il en a perdu 1 million. 1 million d'hommes. Ils ont fait exactement la même chose. Là, ils ont réussi à déplacer, alors 16 000 hommes de Wagner, mais au total 50 000 hommes, qui sont à peine, ils sont à 200 km de la frontière Biélorussie, sauf que Kiev est à 100 km. Exact. Kiev est à 100 km. S'ils avaient déplacé tous ces gens-là dans une opération de déplacement de troupes, ça aurait tout de suite mis en branle la réaction, les contre-mesures de l'OTAN. Là, ils ont pu déplacer du personnel, du matériel tranquillement, sans que ça sous les acclamations des autres. En fait, je me donne des positions de force par rapport à vous et vous m'acclamez. Donc, vous avez tout ça. Et vous avez le fait que, demain, j'ai noté 2-3 petits éléments ici qui m'ont amusé. D'abord, personne ne rappelle que Wagner, ils ont dit qu'ils vont revenir au front le 5 août. Vous avez entendu ça? Mais quels sont ces gens-là qui vont revenir au front le 5 août alors qu'ils sont rebelles, ils sont censés être là? Alors, il y a quelque chose de bizarre, on parlait des critiques. Vous savez qu'il y a des gens qui sont allés en prison pour avoir critiqué la moindre chose autour de l'opération russe, mais lui, il le fait depuis des mois. Tout à fait. Il n'y a pas de représailles. Il y a le fait que il dit que l'armée russe est faible, mais ils viennent de mettre en déroute la contre-offensive, la fameuse contre-offensive ukrainienne. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même étonné. Peut-être parce que je suis africain et que les coups d'État, il y en a tellement là autour de nous, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais je n'ai jamais entendu quelque part où on annonce un coup d'État. Avant de commencer, un coup d'État ne s'annonce pas. Vous perdez l'effet de surprise. Un coup d'État, vous faites votre coup d'État. C'est tout, on constate le matin, c'est un coup d'État. Même quand c'est un coup d'État amusant, comme quand on a des combats, il a été démis des fonctions. Mais vous découvrez simplement. Vous avez le fait, par exemple, que il y a quand même quelque chose de bizarre. Poutine n'a jamais une cote de popularité aussi importante. Je ne comprends pas très bien pourquoi c'est maintenant qu'on attaque. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez curieuses dans toute cette histoire que j'ai notée ici. Et moi, je suis très surpris. Je suis très surpris parce que voilà un type qui attaque Poutine. N'importe quel petit supplétif de l'armée russe serait devenu héros de la Russie en allant tirer sur Prigojine. Pourquoi les gens n'ont pas tué, n'ont pas tiré sur lui? Le type dit qu'il s'en va à Moscou. Il s'en va à Moscou, mais les bouches des canons là sont complètement, donc c'est inactif, et puis on vous dit quand même qu'il est en train d'aller attaquer Moscou. Je rappelle quand même pour la gouverne de nos téléspectateurs, de nos auditeurs, que il dit avoir fait 800 km. Rostov-sur-le-Don, c'est juste au nord de l'Ukraine. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand même que en Syrie, les missiles Caliber étaient tirés de la mer Noire, et ça fait près de 2000 km, avec une précision, je parle des histoires de précision de l'OTAN, là, avec une précision. Et qu'on tirait des missiles, la Russie a tiré des missiles hypersoniques pour détruire des colonnes d'équipements militaires qui étaient entrées par la Pologne en Ukraine, à 20 km de la frontière. Ça tombait parfois. 20 km de la frontière polonaise, évitant que ça ne traverse la frontière parce que ça aurait été un casus belli, une attaque de l'OTAN.
Et des missiles hypersoniques, c'est-à-dire qui étaient passés, c'est 20 km, 20 secondes après, qu'on se rendait compte que quelque chose est passé, quoi, on ne sait pas. Et puis, peut-être un quart d'heure après, qu'on savait que c'était un missile qui était passé. Donc, cette Russie-là laisse quand même une force hostile avancer tranquillement. Je vous rappelle, ils avancent sur la route, hein, 800 km. Même si vous êtes sur la Autobahn, en Allemagne, lui, il connaît la Autobahn, il a circulé dessus. Même si on est sur la Autobahn, combien de temps il faut pour faire 800 km? Un temps fou. Et pendant ce temps, quoi, l'état-major russe dormait, quoi. Ils n'ont rien fait. Non, il faut qu'on soit sérieux. Et vous avez plein de choses. Et vous avez beaucoup de choses. Vous avez observé quelque chose quand Prigogine est arrivé à Rostov-sur-le-Don? Vous avez vu la façon dont il parlait le commandant de la base? Et même le vice-ministre de la Défense était là comme si des copains. Bon, vous avez vu ça? Discussion, oui. Alors, moi, je suis quand même... et vous allez vous attaquer à Moscou. Ouais. Vous dites que vous allez prendre Moscou. Vous n'avez aucun appui aérien, puisque Tout à fait. vous n'avez aucun appui aérien. Puisque c'est l'armée russe, en principe, qui fait, oui. Bon, et puis quand on dit que... Il y a des choses, moi, qui m'amusent là-dedans. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on n'a pas dit. Qu'est-ce que les journalistes indépendants russes faisaient avec les autorités russes quelques jours avant? Ils ont rencontré Poutine même. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait avec lui, avec tous ces gens-là? Ça ne vous rappelle rien? 1991, hein? Tempête du désert. Tous les journalistes étaient réunis à Washington pour leur dire, bon, allez, voici les éléments de langage. Vous n'avez pas trouvé curieux que bizarrement, les fameux journalistes indépendants russes promptent à tirer sur Poutine n'ont rien dit de cette opération? Bon, il y en a beaucoup. Je ne vais pas lire tout ça. Donc, vous avez tout ça qui s'est passé et qui se trouve simplement être le fait que dans cette histoire, je pense que les Russes ont bien compris une chose. C'est qu'ils étaient sur le front Est. Le front Ouest, ils ne le maîtrisaient pas. Et il y a une chose que tout le monde doit savoir, c'est la zone occidentale là, qui est donc vers la Lituanie, en dessous de la Pologne. C'est une zone qui représente à peine un tiers de l'Ukraine, qui est la seule occupée par des populations qui ne sont pas russophones. C'est la seule. Est-ce que les Russes ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour définitivement prendre Kiev, qu'ils avaient d'ailleurs pris? Ou alors, sommes-nous dans une situation où, en fait, les gens de l'OTAN se sont simplement laissés intoxiquer, ils ont subi une manipulation par les hommes de Wagner? Parce qu'un commandant militaire ne parle pas comme M. Prigogine d'ailleurs. Son discours, son langage n'est pas militaire. Donc quand vous regardez ça, vous trouvez simplement que le vrai héros dans cette histoire, même s'il est passé de terroriste à héros, de héros à terroriste, les Occidentaux, le vrai héros de cette histoire, c'est M. Prigogine, qui a dit une phrase, et c'est ça que moi je retiens pour nous les Africains. Le sang des Russes ne doit pas couler. Mais vous voyez jusqu'où on peut pousser l'intox. C'est-à-dire que je peux pousser l'intox au point de vous dire que non, en fait c'est parce que je ne veux pas que le sang de mes compatriotes coule. Ce qui est totalement bizarre, mais c'était le moment choisi pour qu'ils aillent en Biélorussie. Et il y a même le président biélorusse qui a des éléments de langage. Quand il parle, vous êtes tellement amusé. Mais vous comprenez que ça s'est joué à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun journal en Biélorussie qui a dénoncé ça? Ça non plus, vous avez remarqué qu'il n'y a personne, même en Biélorussie, qui a dénoncé ça. Donc, je crois que ce qui se passe dans cette histoire, la stratégie militaire mise en place par les Russes aujourd'hui, je crois qu'ils veulent passer à une étape supérieure. Et cette étape, au football italien, on appelle ça le catenaccio. C'est-à-dire qu'en fait, on vous prend en tenaille. Et désormais, l'Ukraine, il y a le sud, justement, la Crimée, Sébastopol, Odessa. Vous avez tout l'Est. Maintenant, vous avez le nord. Il reste quoi? Il reste l'Ouest. Mais ça permet aux Russes, en fait, d'avoir un contrôle total sur l'Ukraine désormais. Rien n'entre, rien ne sort facilement sans leur contrôle. C'est plus facile, au lieu d'envoyer des armes hypersoniques, ils vont pouvoir à 200 km à peine, un peu plus de 200 km de Kiev, neutraliser tout ce qui vient et mieux contrôler la situation sur le terrain. Merci docteur Yam Timba. Passion par Fendom, l'on rappelle que durant tout ce scénario, l'OTAN également a sorti les crocs d'une certaine manière, si on peut le dire ainsi, et les États occidentaux étaient complètement agrippés sur cette actualité. Au même moment, on peut le dire, il y a cette contre-offensive échouée du côté de l'Ukraine.
Quel impact finalement de cette maskirovka de ce côté de l'Ukraine, lorsqu'on sait également qu'en Biélorussie, il n'y a pas longtemps, des armes nucléaires ont été déployées? Vous savez, tout à l'heure, dans le premier sujet, je vous ai parlé de la décadence de l'Occident. Là, en plein, nous assistons à la décadence de l'Occident. Dans une guerre, dans toute confrontation, il n'y a pas que la qualité des armées qui est déterminant pour l'issue du combat. Il n'y a pas que la qualité et la quantité des armements, des arsenaux si vous voulez. Oui. Il y a aussi la question du leadership qui se pose. Le leadership occidental actuellement, il est au point zéro, nul. Nul. Bon, si le principe, si le top chief en termes de général, c'est M. Biden qui tombe tous les 2 secondes, bon, il comprend quelque chose. Il y a tout un secteur dans l'art militaire qu'on appelle la stratégie. Et toutes les grandes armées qui ont vaincu souvent des agglomérations d'armées plus nombreuses, plus fortes, ce fut d'abord la stratégie. La stratégie est très importante. Or, la facilité avec laquelle l'Occident analyse les points forts et les points faibles de la Russie, pour moi, c'est ahurissant. Même pour un pauvre paysan planteur de cacao comme moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi nuls. Et cette nullité se reflète partout dans les différentes décisions qu'ils prennent. Je crois qu'il y a quelques intellectuels occidentaux qui commencent à se réveiller en disant « Mais attention, on va où ?» Ils sont d'une nullité sidérante. C'est-à-dire que voilà des gens qui tentent de nous démontrer que la Russie est un petit pays comme la Gambie, hein? Parce que c'est ça qu'on veut nous démontrer. Bien sûr. Wagner, c'est quoi? C'est quoi Wagner? Comment on peut penser un seul instant que, bon, c'est pas ça, mais utilisons le terme, une milice comme celle-là puisse être autonome vis-à-vis du pouvoir politique russe? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et vous avez des généraux qui viennent sur les plateaux occidentaux faire des démonstrations de XY. C'est tellement idiot que je ne comprends pas. Des petits dirigeants de l'UPC que j'ai été, je sais qu'un truc comme cela, comme celui-là, il y a des agents de renseignement russes à l'intérieur de Wagner, de tous les côtés. Le comédien de Prigogine qui les a eus là, bon, je ne sais pas, peut-être dans la littérature française, il y a des comédiens comme ça, qui ont joué parce que dans la mythologie africaine, quand on parle de nos contes, il y avait certainement le lion ou bien la panthère Zé. Koulou la panthère. Il y avait aussi 2 individus là, dont on ne cite pas beaucoup. Luc le lièvre et Koulmapek, la tortue. Et si on applique ces contes-là, c'est l'Inginglaye là, dans l'art militaire, vous allez voir le rôle terrible qu'il faut, les enseignements qu'il faut tirer des attitudes de Koulmapek et de Luc le lièvre. Parce que c'est eux toujours qui prêchent de faux alors qu'ils sont ailleurs. Pour endormir l'adversaire et s'en sortir. C'est de vrais stratèges. Parce qu'ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas forts, ils sont tout petits, mais ils réussissent toujours à résoudre le problème qui leur est posé. Donc comment on peut bien penser qu'une milice comme Wagner vit indépendamment de tout contrôle à la fête du renseignement et de la politique de la Russie? Je peux vous dire, Madame Manuela, excusez-moi, c'est pas honorable pour votre plateau, mais M. Prigogine, même quand il pète, Poutine est au courant. Il sait. S'il respire mal, s'il tousse mal, Poutine sait qu'il a mal toussé. On a tenté de commencer à créer pour les Africains, oh c'est fini, maintenant que Wagner est dans l'opposition, que vont faire le Mali et la République centrafricaine? Non, ils sont fous, ils sont idiots. Au Mali, comme en République centrafricaine, peut-être qu'il y a de Wagner, mais il y a surtout des instructeurs de l'armée russe. Tout à fait. Comment ils ne les comprennent pas? Pourquoi ils continuent à mentir à leur propre peuple? Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Et donc, effectivement, nous avons assisté avec cette affaire-là à une
c'est un terrible écran de fumée. Pour des objectifs, bien que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ici, mais donc bien malin qui pourra nous dire exactement de quoi ça détourne. Ouais. Ouais. On rappelle quand même qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs déplacements d'armement ces derniers jours. Un très très gros dispositif armé de ce côté-là. Alors oui... Mais on ne sait pas. C'est que les grands joueurs d'échecs russes sont en train de nous concocter. Il n'y a pas que le Garry Kasparov, l'Anthony Karpov pour jouer aux échecs en Russie. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Je veux dire que c'est un grand écran de fumée. Moi, je ne serais même pas étonné. Les gars n'ont pas seulement voulu même pousser le bouchon plus loin. Ils auraient même pu arrêter Prigojine. Ouais. Pour enfumer encore davantage les gars qui sont en face. Mais tout ce qui a été dit là tient tellement bien que... Moi, j'ai regardé les histoires à Rostov, là, comme vous dites là. Monsieur Prigojine, c'est militaire. Ils font des bisous aux filles. Ils font les selfies. Je dis que c'est les gars qui vont faire un coup d'état, ça. À Moscou. C'est ça, les gars qui vont faire un coup d'état. Et quand même, comment l'Occident, comment les gars sont bêtes comme ça? L'étude politique occidentale est vraiment... C'est pour ça que moi je dis, je ne doute pas. Et là, je dis à mon frère à Tangana, ce n'est pas qu'on n'est pas conscient que pour eux, ils sont en train de jouer leur avenir pour 100 ou 150 ans. Mais c'est fini. Ils n'ont plus la capacité ni intellectuelle, ni stratégique, ni tactique de répondre aux exigences des enjeux du moment. Ils ne peuvent pas. Économiquement, comment la Chine les a battus? Je rappelle quand même que l'aide marchande du monde, c'est maintenant de l'autre côté l'Asie, tout le monde sait. La manufacture du monde s'est dépassée. Oui. Avec la construction de BRICS sur le plan géopolitique, l'Occident est battu. Mais ce que Macron a tenté de faire là, chez lui, là, son truc là, moi, je rigolais. Je rigolais. Parce que ce qu'il ne comprend pas, c'est que la plupart des acteurs qui sont venus, c'était pour écouter que quel est le nouveau piège qui veut nous tendre. Et je crois que c'est le Kenyan qui a bien répondu à M. Macron. En fait, les gars sont bien conscients que il n'y a plus que le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Rome, de je ne sais pas de quoi, de Londres. Non. Il y a de nouveaux débouchés sur le plan financier. Il y a de nouveaux robinets financiers internationaux. Il y a un nouveau monde. Parallèle, j'allais dire opposé à l'ancienne économie, où vous pouvez aller vous financer. Vous pouvez aller faire... C'est quoi l'accord que la République centrafricaine, bien le Centrafrique a signé avec les BRICS? C'est quoi? Ils vont aller prendre l'argent dans les pétrodollars? Non. Attention. Les autres sont prêts, ils ont sont mettre sur pied des mécanismes de financement totalement indépendants de l'ordre financier international actuel. Tout à fait. Donc, c'est du bavardage. M. Macron n'a rien compris. Qui vient qu'on nous on est en scène d'économie et la finance. Il est complètement hors jeu. C'est une tentative de nous mettre encore la poudre de pem dans les yeux, mais comme on dit, tu as quelqu'un a pris le caillou, l'oiseau a vu. C'est trop tard. Et c'est ce retard, du point de vue de l'analyse, du point de vue de la compréhension du monde, avec les dynamiques qui traversent ce monde aujourd'hui, qui me sidère, c'est-à-dire que m'étonne de la part de cette classe politique occidentale. Donc pour moi, la Russie est en train de jouer à un jeu dont il est le seul maître. Il sait ce qu'il est en train de faire. Les analyses sont effectivement très honorables. Et je repose une question quand même aux Occidentaux. Comment une armée qui est dirigée par un cuisinier, comme on veut bien nous le faire croire, constituer des bagnards, c'est-à-dire que les gars qui ont volé à la tire ici, ou bien qui ont assassiné quelqu'un, c'est cette armée-là qui va défaire les armées occidentales en Ukraine. Il y a un problème. Donc c'est faux. Même au sein de Wagner, il y a des militaires rompus aux techniques de la guerre à un très haut niveau. Qu'on ne nous fait pas croire, qu'on ne nous fasse pas croire que ce sont des anciens du repris de justice qui ont signé que si j'ai réussi à faire la guerre, non, c'est faux. Là encore, c'est un autre mensonge que l'Occident a gobé et que moi je ne comprends pas. Ce ne sont que des anciens. Mais comment les gens là peuvent réfléchir comme ça? Que des anciens des forces spéciales. Comment ces gars peuvent réfléchir comme ça? C'est-à-dire que vraiment, je plains, Fauchiver est parti très tôt, on leur aura envoyé Fauchiver pour qu'ils comprennent l'espionnage et le contre-espionnage, comment ça se passe. Donc je dis, les gars sont complètement à côté de la plaque. Et je comprends bien, je dis qu'ils sont en pleine décadence parce qu'ils ne voient pas venir. Comme Macron n'a pas vu venir ce qui se passe chez lui. Ils n'ont pas dans le sens de l'anticipation. Quel est cet ennemi? Chaque fois on dit, oh les missiles sont finis. Ils n'ont plus d'armes. Ils ont demandé à la Corée du Nord de leur envoyer des munitions. On vous dit ça le jour précédent.
Aujourd'hui, on apprend que la Russie a encore donné des munitions et au Mali, à la République centrafricaine, avec des armes encore. Mais sur le plateau, ils continuent de développer ce narratif idiot que personne ne peut expliquer. On leur dit depuis que la première puissance militaire au monde, c'est la Russie, ce n'est pas un débat. La preuve, je vous donne quelques exemples. Bon, Davaris, depuis combien de temps les États-Unis eux-mêmes tentent de faire des tirs d'essai de leur arme hypersonique qui échoue? Combien de fois? Depuis combien de fois la NASA peine à de nouveau envoyer leur truc habité au niveau de la station internationale? C'est ça qui était sur la Lune. Bon, on vous dit qu'ils étaient sur la Lune, mais là maintenant ils sont incapables d'envoyer même petit vaisseau. Qui avait 5 mégas. D'envoyer même petit vaisseau. La décadence de ce genre. Je vous ai dit que la Russie c'est presque la moitié de la population américaine. Mais Yam le sait, il faut plus de 3 fois en termes d'ingénieurs de haut vol. Plus que les Américains. C'est là où ça se joue quand on parle de domestiquer la science. On dit aux Africains, soyons unis, domestiquons la science et créons le génie africain. Pourquoi que c'est pas la rigolade. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a mis sur pied un programme des pupilles de la République. On fait les tamis à partir du primaire. Et l'État les prend en charge. Ces gars, ils n'ont aujourd'hui être au service de la grandeur de la Russie. Bon. Alors il peut Prigojine. Ce que Prigojine leur dit de manière, comment vous appelez ça? C'est la grandeur de l'âme de la Russie. La Russie a une âme. Et quand on revient par exemple à la Seconde Guerre mondiale, même à Napoléon. Napoléon est arrivé au Kremlin, à Moscou, il s'est assis au palais, il a cru que c'est fini. Vous savez ce que les Russes ont fait? Ils ont brûlé complètement la ville. Leur propre ville. Vous entendez cette stratégie-là? Ils ont brûlé leur ville, ils ont complètement... Le gars était dépassé. Certains gens lui disaient, patron, il faut qu'on quitte ici, ça commence à être très grave. Il n'a pas écouté. Quand Von Paulus est entré dans l'encercler Moscou comme il croit, il y a Zhukov. Et eux, ils étaient convaincus que c'est toute l'armée russe qui avait été mise sur le champ de bataille, qui avait été écrasée. Oh, Zhukov avait réservé une bonne partie qui était du côté de Vladivostok et en Sibérie. Ce sont ces troupes-là. Quand les autres vont voir maintenant que l'hiver est arrivé et que les batailles ont émoussé sérieusement les capacités de résistance des forces allemandes, quand le gars va déclencher le mouvement de ces troupes vers Moscou, c'était la Bérésina. Donc je crois sincèrement que le truc sur cette opération militaire spéciale où la Russie affronte l'OTAN sur le théâtre d'opération ukrainien, ça se joue sur la qualité du leadership. Bien sûr. Le leadership politique, le leadership militaire, le leadership économique. Parce que tonton Bruno Le Maire, ton copain là, un économiste comme toi, il faut lui dire que la Russie est tellement à genoux que depuis qu'elle marche à genoux, tous les genoux sont déjà écorchés, n'est-ce pas? Vous voyez comment les gens sont idiots? Et ils continuent de nous vendre du vent. Avec des experts à la fois politiques et militaires, avec des faux journalistes, tonton Poujadas, voilà un autre. Donc je crois sincèrement que non, je parle à notre état-major, à nos états-majors de nos armées. Il faut qu'ils étudient la stratégie de la Russie de cette opération militaire spéciale. Ils vont tirer de là beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements pour inculquer ces enseignements à nos armées et préparer les confrontations à venir. Les Russes avaient un très grand stratège qu'on appelait Alexander Vauchin. Alexander Vauchin qui était le père de la guerre par attrition. Dans cette guerre par attrition que aussi les Syriens avaient aussi un peu expérimenté avec ce qu'on appelle le pot de miel. C'était sa barboute. Le pot de miel, c'est-à-dire vous faites une anse, vous attirez l'ennemi et vous le massacrez complètement. Avec vos buts, 2 buts, c'est-à-dire, pour parler terre à terre, c'est une opération de dévitalisation de l'armée ukrainienne et des forces occidentales. C'est une opération de vampirisation, c'est-à-dire qu'on suce vos énergies, vos combattants les plus aguerris au combat. Quand on a suffisamment sucé et on évalue, on crée dans le nouveau front qu'on veut créer à partir de
de la Biélorussie là. Hein, oui, en Biélorussie, oui, oui. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis c'est fini. Et Loukachenko. C'est moi, on dit que c'est Loukachenko qui a fait la médiation, bien sûr. Comment les Occidentaux sont totaux comme ça? Comment ces gars sont bêtes comme ça? Qu'est-ce qui leur arrive? Parce que les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, que ça ne réfléchit plus là-bas. Comme disait, je sors par là. Oui. Quand votre équipe nationale dans le monde allait au Qatar, avec l'histoire que si on ne laisse pas, avec les bracelets, les trucs LGBT, les maillots LGBT, mais c'est un jeu allemand qui leur a rappelé. Un ancien, un international dit que lui n'a jamais vu les gens qui vont jouer au football et qui ne sont pas virils. Bon, je crois que vraiment, l'Occident est complètement émasculé. Merci à vous, patient Parfendom. Avant d'aborder l'autre point, toujours sur cette thématique, bien sûr, en s'intéressant justement à ces pays, on a commencé à les citer, ces pays africains qui aujourd'hui coopèrent véritablement avec la Russie ou encore les instructeurs russes, le cas de la RCA ou encore du Mali. D'ailleurs, il y a eu des sorties de ce côté-là. Avant d'y revenir, votre avis déjà, Monsieur Atangana, justement, finalement, Wagner, Moscou, Biélorussie, à quoi est-ce que nous avions assisté à votre avis, ou alors à quoi est-ce qu'on assiste? En fait, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai d'abord pensé à une opération de la CIA. Je me disais qu'il y a probablement, c'est-à-dire quand j'ai eu les éléments, je me dis ça, c'est peut-être une opération de la CIA et une opération comme ça doit être préparée depuis très longtemps et coordonnée. Et vraiment bien coordonnée. Sinon, elle ne se passerait pas. Parce que comme mon frère Parfendo m'a dit, il est revenu d'ailleurs au sommet de Paris. La réalité, c'est quoi? C'est que Prigojine, ce n'est pas un nouveau venu. Il sait donc que pour attaquer, il évalue son rapport de force. Or, le rapport de force lui était complètement défavorable. Il ne pouvait pas faire cette erreur-là. Et d'ailleurs, vos analyses ont confirmé tout ça. Alors, moi, j'ai plutôt pensé qu'il y avait quelque chose de secret. Parce que les États-Unis maintiennent leur supériorité financière à cause de l'avantage du dollar. Et c'est maintenu avec l'avantage militaire. Donc, quand vous appelez la Russie, ils ont envie de vous garder inférieur aux États-Unis du point de vue militaire. Je me souviens, j'étais sur un plateau, je ne sais pas, je pense pas que c'était avec Madame Siquet, où on m'avait demandé, c'était sur Afrique Million, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de la guerre en Ukraine. Et j'avais dit à ce moment, c'était l'un des premiers débats dessus, que c'est une guerre de dédollarisation. Beaucoup de gens ont sursauté. Et après, tous les débats étaient dessus. Il s'agit c'est la dédollarisation. C'est-à-dire les États-Unis veulent garder leur supériorité militaire. Et ils veulent donc que l'Ukraine gagne. Ce qui se passe, c'est un affrontement OTAN contre Russie sur le sol ukrainien. On dit affrontement, il y a affrontement militaire, et puis il y a, quand on ne peut pas militairement, il y a l'affrontement des services secrets et des études d'assassinat. D'ailleurs, les pays de l'OTAN évoquaient clairement la possibilité de se débarrasser de M. Poutine sur le plateau de télévision. Et il n'y avait même plus de pudeur. Donc, je me suis dit, ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Et après, quand j'ai observé de près, je me suis rendu compte, je ne vais pas revenir sur les analyses qui ont été faites, que si ce n'était pas les services secrets américains de la CIA qui avaient infiltré la Russie, ce qui est très difficile, on parle de la Russie. Alors, ça doit peut-être une opération de bluff. La chose est pensée, c'est une opération de bluff. Et puis, j'ai vu les médias occidentaux en panique, ils ne savaient pas. J'ai vu les communications du Washington Post et tout ça. Je dis, non, ils ne savaient pas vraiment. Donc, ce n'était pas forcément la CIA. Et après, je me suis rappelé qu'il y a, et ça, c'est un élément dont on ne tient pas compte, qu'il y a eu des mouvements de l'OTAN avec la Pologne. Il y a eu des mouvements de la Pologne. La première chose. Tin a mis ses missiles en Biélorussie.
frontière de la Pologne. C'est pas pour rien. Et au niveau de l'Ukraine, on voit quand même que le combat est presque stabilisé. J'ai eu l'impression qu'il y a eu, Poutine a voulu faire un déplacement militaire sans le dire, pour aller renforcer la Pologne pour des éventuelles attaques. J'ai l'impression que pour moi, c'est la lecture que j'avais de ce qu'il se passait. Et là, ça a été un maestro. C'est-à-dire que si on avait juste vu des mouvements de troupes, parce que Wagner, c'est des mouvements de troupes, là, on se serait posé la question, mais pourquoi ces mouvements de troupes? Et alors, on aurait deviné. J'ai l'impression qu'il a noyé ça, qu'il a vraiment roulé les gens dans la farine en faisant passer ces mouvements de troupes à une sorte de rébellion interne qui faisait que... parce que si vous regardez l'Ukraine, les frontières sont tracées et il y a des protections, les dents russes qui sont mises partout, le sol miné et tout. Là, c'est pratiquement infranchissable. Mais alors, les mouvements de l'OTAN vers la Pologne, vous savez, ont dû, parce que c'est quand même quelqu'un de fin. Il a dû se dire, je dois aussi mettre des aguerris là en cas d'attaque de ce côté. Et je verrai comment je vais faire. Je crois que c'était beaucoup plus ça dans la tête de Poutine. Mais en même temps, peut-être qu'il en a profité aussi pour nettoyer, parce que j'étais surpris quand même de l'arrestation, supposée, je dis bien supposée, de Surovikin, de Surovikin. Il paraît, ça c'était le Washington Post qui l'a publié, c'est pas encore confirmé, mais alors il a fait un coup double. Déplacer les troupes et en même temps, sans qu'on s'en aperçoive vraiment que c'était un déplacement de troupes, parce que quand vous êtes dans une armée, quand on voit les troupes se déplacer, on devine ce que l'adversaire veut faire. Donc on voit les mouvements de troupes par satellite, par tout ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que c'est ça que Poutine a... J'ai l'impression, on verra la suite nous dira, que c'est ça qu'il a voulu faire. Il a jamais mis ses missiles en Biélorussie et il a déplacé les troupes en Biélorussie parce que du côté ukrainien, c'est fort sécurisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit toutes ces choses assez bizarres où il n'y a rien qui prouve que c'était vraiment une tentative de coup d'État. En plus, il n'avait pas les moyens de... Je vais pas revenir dessus. Le plateau a brillamment montré que il n'y avait aucun indicateur qui allait dans ce sens-là. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Les États-Unis ont absolument envie de gagner. Parce que si la Russie gagne, c'est la précipitation de la dédollarisation. C'est ça l'enjeu. Et s'il y a la dédollarisation, mais les États-Unis deviennent un pays du tiers-monde. Et plus vite ça, c'est ça l'enjeu. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils essaient de faire la guerre alors que tout montrait que l'Ukraine ne peut pas faire face à la Russie. N'importe quelle stratégie militaire allait se dire, mais ça c'est pas possible. Première chose que l'Ukraine n'avait pas, c'est les hommes. Et vous savez pourquoi les États occidentaux sont allés en Afrique demander qu'on condamne la Russie? Vous croyez vraiment qu'ils ont besoin de nous? Quand ils ont attaqué l'Irak, vous croyez qu'ils réussissent? De notre point de vue, ils sont morts. La vraie raison, c'est qu'ils nous demandaient de condamner pour participer à l'effort de guerre. Si l'effort de guerre n'est ni l'argent ni les armes, on voulait encore des tirailleurs sénégalais. On voulait que les Africains aillent mourir sur ce front. N'importe quel stratège militaire regarde l'Ukraine face à la Russie, il voit qu'il y a un problème, c'est le manque d'hommes. Évidemment, moi je vous le dis ici, mais ils ne peuvent pas le dire, parce que quand tu es sur le front, tu ne montres pas ta faiblesse. C'est la raison essentielle des pressions qu'on a mis dans nos pays pour qu'on condamne la Russie. Et si nos chefs d'État avaient condamné la Russie, on leur aurait dit, ben, comme vous n'avez pas de matériel, comme vous n'avez pas d'hommes, ben, envoyez-nous les hommes. Ça vous rappelle quoi? Les tirailleurs sénégalais. Ils nous prennent vraiment pour des crétins, je ne sais pas. Ah, c'est ça qui allait se passer. Heureusement que on a vu clair dans le petit jeu. On a dit que non, là, franchement,
C'est pas notre histoire. La première guerre mondiale, on sait ce qui s'est passé, je vais pas revenir dessus. La deuxième guerre mondiale, et puis après, on nous a même flingués. Je ne vous rappelle pas les incidents de Tiaroy. J'ai rappelé ce qui s'est passé au défilé, aux Champs-Élysées. Après, bon, je vais pas rappeler tout ça. Je ne vais pas rappeler ce que sont devenus nos anciens combattants. Je ne vais pas rappeler que l'immigration dont on parle aujourd'hui, c'est quand même après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le sujet d'entrée, l'appel qu'on a demandé à nos parents. Nos parents ont dit, bon, formez nos enfants. C'est ça qu'il s'est passé, former nos enfants. Parce que nos parents comprenaient très bien qu'ils étaient doublés du point de vue intellectuel. Et ils ont dit, non, 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 venez, on forme vos enfants, il n'y a pas de souci. Après, ils ont demandé à nos parents d'aller travailler dans les usines Renault et Peugeot. Il y avait des dortoirs entiers de familles africaines. On allait dans ces usines de Renault et Peugeot. Avant, il y avait déjà eu une immigration italienne et polonaise, je ne vais pas venir dessus. C'est ça qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont ces enfants aujourd'hui qu'on flingue pour des refus d'obtempérer. Je ne vais pas revenir sur le premier sujet. Merci. Je vais m'arrêter là pour cette partie du débat. Je vous redonne la parole. Merci. Merci, monsieur Tangana. Eh bien, rapidement, on va clôturer sur cette thématique. On parle à présent de la partie Afrique, ou du moins les enjeux africains. Docteur Ngudjou, en République centrafricaine ou encore au Mali, on connaît la présence des instructeurs russes. Et selon le discours des journalistes occidentaux, eh bien, c'était la fin de la sécurité en Russie, enfin je veux dire en RCA ou encore au Mali à cause de cette rébellion de Wagner du côté de la Russie. On rappelle quand même que la RCA a fait une sortie où le vice-président de l'Assemblée nationale disait qu'il ne connaît pas Wagner dans son vocable. Oui, justement, madame, en fait, comme on a toujours dit, à côté, premièrement, Wagner, c'est le renseignement militaire russe. Donc en réalité, c'est quand le président Poutine dit qu'il donne $1 milliard tous les ans, c'est pas pour blaguer, ça veut dire que c'est nous qui finançons. Oui. Et à côté de cela, il a toujours été clair. Tout le temps que les éléments de Wagner, il faut bien comprendre quand les pays font, même au Cameroun, un État peut signer un accord avec le Cameroun et l'État du Cameroun décide qui va envoyer. Il peut prendre madame, dire madame, c'est ma fille, elle est bonne en journalisme, je vais former tel père. Mais vous le faites au nom de l'État du Cameroun. Oui. Même si vous êtes, madame, vous travaillez pour l'État du Cameroun. En ce moment, vous êtes mandaté pour l'État du Cameroun. C'est exactement ce que le colon faisait dans le passé. On envoyait des coopérants, qu'on les prenait, je ne sais pas où là, mais ils travaillaient pour l'État français. En réalité, et tout ça a été tellement clair, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, vous remarquez qu'à tout moment, les officiers allaient rencontrer les gens à Mons, qui Sergei Shoigu, qui Vladimir Poutine, dont les accords sont inter-États. C'est pas avec une entreprise. La preuve en est, tout continue sur le terrain. Le ministre Sergei Lavrov a d'ailleurs rappelé que c'était justement des relations d'État à État. Exact. Et les signatures ont été faites avec l'État de la Russie. Exact. Et tout continue. Les militaires sont là. Et même Wagner, dans le contrat avec un matériel militaire. De l'armée russe. Même tout le matériel militaire que les Russes utilisent ou que Wagner utilise, je ne sais pas quoi, dans ces différents pays-là, c'est l'armée qui donne. Wagner ne fabrique pas les armes, Wagner n'achète pas les armes. Ce sont les dotations militaires de l'armée. Même quand Wagner est sur le théâtre des opérations, toutes les couvertures aériennes, ils appellent seulement. Ouais. Ils appellent et l'état-major envoie une couverture aérienne. Wagner, c'est des fantassins. Donc je veux dire, c'est État et en réalité, ça ne change en. La plupart de tout continue. Tout continue jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali. Tout ça plutôt bien, puisqu'au Mali, on a vu même qu'ils ont pu obtenir que le départ de la MINUSMA. En réalité, tout est en train d'aller dans le bon sens. Donc moi je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là sur le continent. Il n'y a pas à s'inquiéter. On va peut-être prendre une dernière réaction là-dessus rapidement. Mais il y a un message pour vous, Dalvaris, bonne arrivée. Depuis le Mali, je vous aime, ne nous abandonne pas. Ma grand-mère s'appelle Ngudjou.
Donc je tenais à lire ce message. Merci à vous, cher monsieur. On verra si on pourra aller du côté du standard, on ne sait pas. On va rapidement, docteur Yamtimba, en 2 minutes, alors ces États africains aujourd'hui qui ne s'inquiètent pas de la situation. D'ailleurs, les relations se poursuivent, la relation continue. Le Mali, d'Alvarez Goudiou le rappelait tout à l'heure, la MINUSMA va partir. On regardait encore tout à l'heure cette information, colonel Assimi Goïta qui va se rendre au sommet justement de Russie-Afrique. En tout cas, les relations sont au bon fixe. Je pense que ceux qui n'ont rien à faire s'inquiètent de choses qui n'existent pas. Donc, les Africains, eux, ils ont des choses à faire, donc ils ne se posent pas ce genre de questions. Je crois que lorsque chacun sait en Afrique avec qui il a signé, les Africains ne sont pas allés dans un lupanar pour signer des choses avec des privés sur quoi que ce soit. Les États africains sont beaucoup plus sérieux que ça. Nous avons beaucoup de choses à reprocher à tel ou à tel, mais je crois que les leçons de sérieux, de construction que nous donne l'État du Mali et l'État de RCA depuis quelque temps sont des leçons que nous devons retenir. Le Mali ne peut pas prendre, dans la situation actuelle, ne pouvait pas prendre le risque d'aller signer avec du tout venant. Ce n'est pas possible. La RCA ne pouvait pas se permettre une chose pareille. Le fait que le président Assimi Goïta décide enfin de sortir du continent et que sa première visite sera pour prendre part au sommet bien sûr, Afrique qui aura lieu bientôt, à la fin de ce mois, en dit long sur la qualité des relations entre les États. Et je crois que le Centrafrique a publié un communiqué sur cette question-là pour rassurer la population, parce qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'oiseaux et de mouches qui passaient et qui en ont profité pour dire que ah oui, mais justement c'est ça. Et on a vu les Américains qui se soucient tellement des Africains que la seule chose qu'ils puissent faire, c'est de promettre 7 milliards pour l'électricité depuis 10 ans et on n'a pas vu le premier dollar. Dire que désormais là il faut faire attention, et ils auraient pris des sanctions contre ce qu'ils appellent Wagner, RCA, sous le prétexte que Wagner se financera à RCA en exploitant les ressources minières. J'avoue que la question qu'on pose souvent au Cameroun, dans ce sens-là, c'est ça te concerne en quoi? C'est-à-dire que les Russes et les Centrafricains ont leur deal, les Américains, en fait, c'est les vieux réflexes, vous voyez, de la dollarisation du monde. Comme tout se faisait en dollars, subitement, ils ont l'impression que si jamais les Russes exploitent une mine à RCA, ils vont utiliser le dollar pour commercer. Enfin, c'est du passé, ça. Ça, c'est le vieux monde. Et je crois que l'Afrique d'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire et ça paraît souvent bizarre, je crois que l'Afrique d'aujourd'hui est tellement avancée que l'Occident est à la traîne et ne comprend pas le nouveau monde dans lequel l'Afrique se trouve plongée aujourd'hui. Je crois que quand, et ça me permet de dire un mot sur cette question, je crois que quand ils ont organisé le sommet de Paris, croyant cannibaliser ce qui va se passer en Afrique du Sud, ou croyant qu'ils créaient, mais on avait déjà eu ce débat sur les fameux DTS et sur la propension de la France à proposer ce genre de choses, et pour quelles raisons ils ont organisé le sommet, et ce sont essentiellement attaqué à la question de l'endettement de l'Afrique. L'Afrique, c'est 800 à peu près, si on a 800 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne, c'est 1000 milliards de dollars en ajoutant les pays du Maghreb. La France, à elle tout seule, c'est 3014 milliards de dollars de dette. Donc, je ne sais pas de quoi les gens parlent. Il faut quand même que nous sachions que le monde est différent. Et puis de l'autre côté, je crois que tous les présidents africains, particulièrement le président sud-africain, le président zambien, le président kenyan, je crois qu'ils ont été clairs. Le président d'abord sud-africain, le président Macron ne viendra pas, sera pas reçu en Afrique du Sud. Et puis les autres pour leur dire le monde ancien est dépassé. Les Africains d'aujourd'hui sont différents. Le monde de demain, l'Afrique va le construire avec les autres. Donc je crois que la Russie et l'Afrique, toutes ces choses que vous entendez dessus, c'est en fait la défiance par rapport à la confiance qui s'est construite ces dernières années entre l'Afrique et la Russie. Et cette confiance pour un pays comme le Cameroun est d'autant plus
elle va au-delà des questions sécuritaires et c'est une confiance qui est aussi sociale et historique, qui est même anthropologique. Et si vous voulez, ils n'aiment pas ça, mais qui est ethnique. Parce qu'au fond, personne ne sait aujourd'hui combien de descendants Hannibal a en Russie. Personne ne sait. Sauf que quand on regarde quand même 200, 300 ans, il est fort possible qu'aujourd'hui, les descendants de Hannibal puissent représenter quelques milliers de personnes en Russie. C'est toute une ville. Et du coup, des pays comme le Cameroun ont une relation très particulière avec la Russie. Et comme Hannibal venait d'un groupe tribal qui lui-même est très étendu en Afrique, nous pouvons nous fonder sur ces aspects anthropologiques pour dire que nous avons avec la Russie des relations très particulières. Ceux qui ne savent pas gérer l'élément de sympathie qu'ils ont chez eux sous forme de diaspora noire avec nous, tant pis pour eux, mais soyez tranquilles, les relations sont au beau fixe. Je crois que la plupart des ambassadeurs russes sont allés rassurer les chancelleries africaines et je crois que tout va bien sur le continent.